Donc dernière partie de cette journée, donc on va s'intéresser un peu à l'évolution de notre estuaire avec un secteur qui fait l'objet de nombreuses discussions depuis quelques décennies maintenant, au vu des aménagements d'ampleur qu'il a connus suite au pont de Normandie, les débats autour de Port 2000. Et c'est plutôt cette période-là que nous, on va regarder à partir des années 2000 pour vous dresser, avec mes collègues du GIP, un bilan de l'évolution de la fosse nord. On a été mobilisés dans le cadre notamment du projet d'extension du port du Havre, puisque le port du Havre s'étend encore dans la zone marine. Et il était intéressant, dans ce contexte-là, de mettre à plat l'ensemble des connaissances et des données qui étaient disponibles sur ce secteur pour faire l'état des lieux de l'évolution, essayer de comprendre à travers à la fois les forçages anthropiques, l'aménagement de l'estuaire, mais aussi les forçages naturels qui contrôlent et influencent les dynamiques sédimentaires et écologiques. Merci aux deux qui sont au fond, Maxime et Johnny, pour ne pas les citer. Et ça ne sera pas coupé à leur enregistrement. Voilà. Merci à vous. Je vais donc laisser la parole à mes collègues qui vont vous introduire aussi, tout ça aussi bien que moi. Donc c'est parti pour ce bilan. Merci beaucoup. Merci Nico pour l'intro. Donc on parle de Fosse Nord. C'est un projet Cap Nord qui a vu, comme Nico vient de le dire, le jour grâce effectivement à une sollicitation du port que dans le cadre de l'extension de la Chatière, donc de l'extension du port 2000 et notamment à travers la Chatière, nous avait demandé de faire un travail sur les effets cumulés que ce secteur a vu au cours du temps, notamment effets cumulés anthropiques, mais qui s'accumulent effectivement avec les forçages naturels. C'est un travail qu'on a fait avec Jean-Philippe. Je pense le dernier travail qu'on fait ensemble, vu qu'il partira bientôt pour des nouvelles expériences. Mais effectivement, ça sera une présentation en 2 temps dans laquelle on reparcourira ensemble les aménagements du port 2000. On discutera un peu de comment ces aménagements ont changé un peu la morphologie de ce secteur et on ira chercher un peu les effets effectivement sur la composante écologique. Il ne s'agit pas, je vous préviens, d'un projet de recherche sensu stricto, mais c'est un projet qui bien sûr repose sur notre programme de recherche, sur toutes les informations qu'on a pu repérer lors de notre programme de recherche, mais aussi d'autres types de suivis, notamment les suivis de la Maison de l'Estuaire, du port. Et donc, effectivement, c'est un projet qui nous a imposé d'impliquer un peu tous les experts thématiques pour pouvoir aboutir à un diagnostic qui faisait consensus. Donc, tout ça, c'est le projet Cap Nord, acronyme pour la caractérisation des évolutions hydromorphes sédimentaires écologiques et écologiques de la fosse nord, et j'ajouterai justement depuis la création du port 2000. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la fosse nord. Il faut savoir que c'est un milieu effectivement artificiel. C'est le milieu qui se trouve effectivement proche de l'embouchure entre la digue haute et la digue basse nord. Et c'est un milieu artificiel qui s'est mis en place suite à effectivement la création de la digue basse nord et de l'épi du Aude. C'est un secteur qui, comme vous pouvez le voir, à partir déjà des années 40, a subi des énormes transformations morphologiques. Il y a vraiment de l'histoire là-dessus. Et comme Thomas il a pu dire juste peu avant nous, c'est un secteur en jeu. Il retombe pleinement dans le périmètre de la réserve. Et c'est un secteur dans lequel effectivement on voit un fonctionnement écologique spécifique de l'estuaire, c'est même peculier de l'estuaire, dans lequel on a la plus grosse nourricerie effectivement de l'estuaire pour ce qui concerne les poissons marins, mais dans lequel il y a effectivement aussi beaucoup d'autres usages, ce qui rend ces milieux effectivement sous pression de différents forçages, et à la fois effectivement naturels, mais aussi d'origine anthropique. Donc l'objectif de ce projet, c'était celui de synthétiser la connaissance disponible. Et je dis bien la connaissance disponible puisqu'on n'a pas effectivement fait des analyses spécifiques, essayé de mettre en lien toute la connaissance qu'on avait. Pourtant, c'était un secteur qui était étudié par différentes équipes et dans des différents cadres, comme je viens de le dire. Et on voulait essayer effectivement de comprendre comment les effets se sont cumulés au fil du temps et notamment comment ces sites et sa composante hydromorphe sédimentaire
et aussi bien sûr écologique en réponse, a changé suite aux aménagements consécutifs et aussi à des années qui ont effectivement eu des forçages naturels très différents. L'idée, c'était d'essayer de trouver un consensus. Effectivement, en discutant avec les différents acteurs, on avait l'impression que personne n'avait une idée précise de quelles étaient les évolutions sous ce secteur et de quels étaient les effets cumulés. Donc, en étudiant ces effets cumulés, c'était aussi l'opportunité pour se projeter pour la suite, essayer de chercher, ou néanmoins d'orienter, de déguiser les choix de gestion liés aussi aux mesures de compensation qui seront faites dans le cadre effectivement de l'extinction de ce port. Donc l'idée, c'était de proposer ce diagnostic global, pluridisciplinaire, faisant consensus. Et ces consensus sont là cherchés à travers l'implication de nombreux experts thématiques qui ont fait partie des groupes de travail dans lesquels on a discuté justement des éléments un peu clés de ce diagnostic. Et vous pouvez voir ici un panel, je ne le remercierai pas par nom, mais vous pouvez voir qu'il y a un panel d'experts et que je solliciterai pour la suite, effectivement, s'il y a besoin à répondre aux questions de la salle pour ce qui concerne leur thématique. On a abordé ça par les prismes effectivement de différentes disciplines, notamment voilà, des hydrologues, sédimentologues, des chercheurs en écologie, des gestionnaires. Donc effectivement, on a essayé d'avoir un panel d'acteurs qui pouvaient être représentatifs un peu de la réalité terrain de ce secteur. Donc, je laisse ici la parole à Jean-Philippe, qui vous présentera la composition. Merci. Merci. Donc, du coup, je vais commencer par vous rappeler les aménagements et l'ordre dans lesquels ils ont été faits pour créer le terminal portuaire de Port 2000. Dès février 2022, il y a eu les premiers remblaiements pour la mise en place des terminaux, donc en bleu ici. Ensuite, il y a eu des dragages d'accompagnement à l'ouest qui ont été divisés en 2 temps, donc à partir de janvier 2023, grosso modo. La construction des digues autour de Port 2000, donc je vous représente en bleu ici. Là, une réparation ici dans la digue Basse-Nord, qui était avant un débouché de Filandre. La prolongation de la digue Basse-Nord ici, qui vient finalement prolonger la partie chenalisée de l'estuaire et isoler dans la partie aval la fosse nord du chenal. La construction de l'épi avec la partie dite soubassement, dont l'objectif était de dévier le courant de flot. La fosse nord, je ne sais plus si Manuel l'a dit, mais la fosse nord est une fosse de flot. Donc les courants sont préférentiellement lors de la marée montante. Et donc l'idée est de dévier le courant en marée montante de dévier le courant en marée montante pour limiter la sédimentation dans cette zone et finalement éroder, stabiliser la surface intertidale présente ici. Ensuite, il y a eu les dragages d'accompagnement en deuxième partie sur la zone est. L'idée de ces dragages d'accompagnement était de redonner du volume à l'embouchure de la fosse nord pour finalement contrecarrer le rétrécissement induit par la construction ici de Port 2000. Enfin, la construction de l'épi au-dessus du soubassement avec le rehaussement de la digue Basse-Nord. Rehaussement qui contribue cette fois-ci à déconnecter la fosse nord de la partie chenalisée sur sa partie amont. Enfin, la mise en place de protection anti-affouillement sous le pont de Normandie, parce que l'objectif de ces différents travaux, et en particulier du rehaussement de la digue Basse-Nord ici, de la création du méandre, je vais y arriver par la suite ici, était de redonner à la fosse nord une circulation ouest-est, un écoulement latéral, et de favoriser l'écoulement du coup sous le pont. Donc il a fallu protéger les piles du pont avec la protection qui a été mise en place et qui a eu un rôle important, j'y reviendrai. Enfin, le creusement du méandre artificiel, la création de brèches pour l'alimenter, la brèche amont, et le rehaussement de la brèche aval, toujours dans l'optique de favoriser l'écoulement sous le pont afin d'alimenter le méandre artificiel. Ici, je reviendrai s'il y a des questions sur les codes des différents ouvrages. L'idée est d'illustrer à quel point ils peuvent déconnecter la fosse nord du chenal de par leur importance comparativement au niveau de basse mer, représenté par le percentile 1 ici, et au niveau de marée moyenne, représenté ici en bleu.
Concernant les forçages naturels, vous commencez à me voir venir, sur la période. Donc on a eu, sur la période suivant les travaux, représentée ici par un trait rouge, une période finalement où il y a une prépondérance des forçages marins relativement aux forçages fluviaux. En fait, on a eu des années à faible débit et des vagues relativement standards. En résumé, concernant les aménagements, donc on a un linéaire important de digues qui a été aménagé dans le cadre de ce projet. 14 km total, ces 14 km intègrent le pourtour de Port-de-Mille et les travaux faits sur la digue Basse-Nord. Pour avoir un ordre de grandeur et une comparaison possible, il faut voir que ces 14 km peuvent être comparés au linéaire entre Deauville, en passant par le pont de Normandie et en allant au Cap de la Hève qui fait 35 km. Il y a eu l'enrochement pour les piles du pont de Normandie, 4000 m3. Je reviendrai par la suite, elles ont un rôle vraiment important. Et il y a eu le dragage pour limiter la sédimentation, ne pas perdre l'énergie du flot, donc les dragages d'accompagnement, dragage d'amorce sur la figure ici. Et enfin, le dragage du chenal environnemental. On a donc finalement, quand on regarde par rapport à, j'aurais dû vous mettre une image de l'entièreté de l'embouchure, par rapport à toute l'embouchure de l'estuaire, des travaux qui sont quand même relativement importants, avec deux effets majeurs. A priori, des travaux directement, la réduction de la connexion au chenal principal, via la prolongation et les rehaussements de digues, et une canalisation du flot dans la zone via les dragages d'amorce. Donc, quelles répercussions, toujours sur le cycle hydromorphosédimentaire, de cette coïncidence de forçage naturel et anthropique sur le système? Ici, on vous a représenté l'évolution de la bathymétrie sur le secteur avec les levées disponibles réalisées par les ports. Sont représentés en vert. Nous avons tracé une ligne de Talweg dans la fosse nord, donc ce que vous pouvez voir en vert, et la limite basse de l'intertidal en noir. Ce qu'il est intéressant de noter sur ces différentes images, c'est la sédimentation importante qui se produit le long de la digue Basse-Nord, ici sur le banc aval. La sédimentation importante aussi ici sur le banc de la passe. Et c'est plus délicat à voir, mais on le verra sur les figures suivantes. Un creusement de l'aval de la fosse avec une érosion régressive depuis les dragages d'amorce jusqu'à l'amont ici de l'épi. Concrètement, parce que c'est difficile à voir sur l'animation. Donc ce que l'on peut voir avec le tracé du Talweg, on ne va pas se concentrer sur sa partie aval, mais sur sa partie amont, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'avant les travaux, donc les lignes rouges, le Talweg de la fosse passait à l'aval du pont, au niveau de la brèche aval. Suite aux travaux, comme escompté, le Talweg passe bien sous le pont de Normandie, les lignes bleues. Cependant, la sédimentation que je vous ai indiquée, importante au niveau du banc de la passe, a conduit à un recul de la zone intertidale qui présentait avant une continuité, enfin la zone subtidale, pardon. Un recul de cette zone qui avant, on avait une zone subtidale continue entre l'aval de la fosse et le chenal, donc ce que je suis en train de parcourir avec ma souris ici. Maintenant, sur les dernières années, cette zone s'arrête à l'amont de l'épi, ici, et donc toute cette zone est une zone intertidale qui n'est donc plus accessible à basse mer pour les espèces. Manuel y reviendra tout à l'heure. Ici, avec un gradient très contrasté pour remettre le différentiel bathymétrique, on voit le creusement à l'aval, la sédimentation le long de la digue Basse-Nord et le comblement marqué sur toute cette zone ici. À noter, ici, ce qui est représenté, c'est un différentiel bathymétrique entre les années 2019 et 2001 avant travaux, que les crues de 2016, 2018 et 2020, les dernières crues importantes de la Seine, n'ont pas eu d'effet de chasse, comme on pouvait l'observer avant la construction de Port-de-Mille, avec une érosion de la zone, il n'y a pas eu. Et donc la morphologie, et en particulier le bouchon de sédiments qui a pu se former dans cette zone, a résisté à ces crues. Si on regarde le profil du Talweg, ce que je vous présentais, donc on a avant travaux, les dragages d'amorce ici, et ensuite on a une érosion qui est assez marquée jusqu'au profil 3, qui est ici en amont de l'épi. Donc on a une érosion quand même qui dépasse le mètre sur toute cette zone, avec un affouillement très marqué lié à la mise en place de l'épi. Donc on a un approfondissement du Talweg sur 8 km, et ensuite, à l'amont de ce profil, une sédimentation très marquée, celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Un point important parce que lorsque l'on compare les surfaces totales de zones intertidales sur le secteur fosse nord avant et après travaux, on peut avoir des conclusions différentes selon
les types de surfaces intertidales considérées. Ce qu'il faut voir ici, j'ai un profil qui est le profil que l'on avait appelé 2 ici. C'est que toute la vasière qui s'est développée le long de la digue Basse-Nord ici, le banc aval est un banc qui vient au niveau de la côte de la digue Basse-Nord et donc qui vient au niveau de mi-marée. Ce n'est pas une zone intertidale continue et donc il n'y a pas une continuité de l'habitat du niveau subtidal vers l'intertidal haut. On plafonne à la côte de la digue. Donc on peut considérer qu'on a une zone intertidale, mais elle est très particulière. Et en particulier, elle est très énergique parce qu'il y a les écoulements au-dessus de la digue ne permettent pas vraiment à la biodiversité de s'installer. Pour détailler un petit peu sur les évolutions des différentes surfaces, nous avons tracé ici les surfaces hypsométriques nettes et cumulées pour l'estuaire. Sans rentrer dans le détail de ces graphiques, ce que l'on peut voir, c'est par la comparaison des courbes rouges avant travaux et après travaux, c'est un gain peu important de subtidal profond, principalement lié à l'approfondissement qui a été réalisé ici. Une perte très importante de subtidal peu profond, notamment liée à la construction en tant que telle. Un gain important d'intertidal bas, la sédimentation que je vous présentais le long de la digue Basse-Nord, et par contre une relative stabilité de l'intertidal haut. Mais ce qu'il faut voir également par rapport à la problématique, c'est la perte finalement de surface de l'ensemble du système, naturellement liée à la partie prise par le port. En ce qui concerne les faciès plus particulièrement, donc l'adaptation morphologique et en particulier l'érosion a introduit une radicalisation des conditions hydrosédimentaires avec des courants de flot potentiellement plus forts. La déconnexion avec le chenal et donc avec le bouchon vaseux diminue la disponibilité en sédiments fins sur la zone et ce qu'il se passe, c'est qu'on observe une diminution des teneurs en vase sur la zone, à la fois liée à la moindre disponibilité en sédiments fins, mais du coup à l'évolution des conditions sédimentaires aussi, conditions sédimentaires qui ont conduit en particulier, comme vous l'avez vu, à l'érosion de l'aval vers l'amont. Donc grosso modo, on peut retenir un ensablement du secteur. Le creusement aval de la fosse, donc si je dois résumer les évolutions hydromorpho-sédimentaires, c'est ce que j'ai fait dans le schéma de droite, on conduit donc à un renforcement des courants de flot au détriment des courants de jusant, courants de flot apport en eau salée, donc une augmentation de la salinité dans la zone. La radicalisation des conditions hydrodynamiques, comme je viens de le montrer, ont conduit à une augmentation des faciès sableux dans la zone au détriment des zones vaseuses. Et sur les aspects morphologiques, cette fois-ci, une diminution des zones subtidales avec un gain en zone intertidale basse, le fameux banc aval, et une stabilité de l'intertidal haut. Finalement, ce que l'on voit, c'est que les rétroactions, l'adaptation du système suite aux aménagements, ont été dans le même sens que les effets directs des aménagements. Les aménagements ont creusé l'aval de la fosse, ont déconnecté la fosse. Les évolutions morphologiques l'ont également fait, et en particulier la sédimentation ici. Sédimentation, je me rends compte que j'ai oublié de vous l'évoquer, qui est aussi due à la perte d'hydrodynamisme liée au rehaussement de la digue et surtout à la perte de charge introduite par le renforcement des piles de pont que j'ai évoqué au début. C'était donc question de savoir quels étaient les effets de ces éléments de caractère hydromorphe sédimentaire sur la composante biotique. Et notamment, on a essayé de répondre aux questions en essayant de séparer un peu les différentes problématiques qu'on a vues, néanmoins les différentes réponses hydromorphes sédimentaires qu'on a vues. Donc, quel effet de l'essemblement sur ces secteurs, quel effet de la marinisation et quel effet surtout sur les effectifs et sur la capacité d'accueil de ces secteurs portant un enjeu écologique. Quand on regarde l'ensablement, on voit qu'il y a tout de suite un effet sur la composante macrozobantique. Ici en bas, vous pouvez voir l'évolution de la densité des peuplements pendant la période 2000-2016, et notamment avec les points verts qui représentent une augmentation et des diminutions significatives qui sont ici représentées par les points rouges. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des effets qui sont très localisés et qui sont très dépendants effectivement de la dynamique locale et notamment du type des sédiments. On a des secteurs dans lesquels on a une augmentation
parfois très fortes, notamment dû à la présence ou à bon recrutement de certaines espèces, comme c'est le cas pour plusieurs années de suite pour Edistea diversicolor. Mais il y a aussi des secteurs qui, effectivement, ont été colonisés et qui ont montré effectivement des augmentations de leur effectif. Cependant, la fonctionnalité liée à ces différents secteurs est différente. En effet, sur les biocénoses, sur les assemblages plutôt liés à des stations avec des fortes ténors en vase, on a des communautés bien riches et denses. On arrive à avoir presque 3000 individus par mètre carré. C'est le cas des stations qui se trouvent sous les radiales de la Grande Vasière. Au contraire, les assemblages plutôt liés au milieu sableux sembleraient présenter des populations un peu plus faibles en termes d'effectifs, et notamment 430 individus par mètre carré, par exemple, comme les banques de la passe et les banques latérales. Ce qui démontre effectivement qu'à ces changements, après, correspond aussi une efficacité, une capacité d'accueil différente qui se répercute directement pour la suite sur la capacité d'accueil, notamment pour ce qui concerne la nourricerie. Pour l'ichthyofaune, ce n'était pas très différent. On sait qu'effectivement, la sole est une des espèces d'une part emblématique, mais d'autre part des plus touchées dans ce secteur. L'ensablement, sans rien cacher, est défavorable pour cette espèce. Effectivement, on a vu ses effectifs diminuer dans les secteurs, et notamment des juvéniles qui utilisent ces secteurs pour grandir pendant plusieurs années avant de rejoindre la population adulte. Au même titre, on a vu qu'il y a eu des taux d'occurrence d'espèces sabulicoles comme des lançoinquilles ou la petite vive qui effectivement ont commencé à apparaître de plus en plus souvent. Je tiens ici à remarquer effectivement des liens possibles qu'il peut y avoir entre effectivement ces deux facteurs, et notamment avec des peuplements qui sont devenus un peu plus pauvres en termes d'effectifs et qui effectivement pourrait miner à la capacité d'accueil, notamment l'efficience trophique de ce secteur. Pour ce qui concerne la salinisation et donc la marinisation dont Jean-Philippe il vient de nous parler, effectivement, les travaux faits par Jean-Claude et Jean-Philippe, Jean-Claude Devin et Jean-Philippe Pézy, nous montraient déjà qu'il y avait effectivement des changements en cours concernant les assemblages. La communauté qui avant se trouvait effectivement à l'extérieur, disons, la communauté eupolyaline a commencé à pénétrer à l'intérieur dans la période suivant les travaux. Et la communauté qui était typique mésoaline avec Neumusis inter et Palémon-logirostris a commencé à migrer vers les parties plus amont à démonstration du fait que les conditions effectivement hydrologiques avaient changé et les conditions physiques aussi de l'habitat. Encore une fois, on observe ça, pas pour casualité, mais on observe ça sur les différents taxons qu'on a observés, notamment sur les suprabenthos. On a vu effectivement cette progression de la communauté eupolyaline et la raréfaction, la diminution néanmoins des effectifs d'espèces mésoalines. Pour les macrozobenthos, c'était un peu la même chose. Il y a eu effectivement des espèces qui ont commencé à pénétrer de façon de plus en plus importante, et la même chose pour l'ichthyofaune, dans lesquels on a vu les effectifs des espèces typiquement inféodées au milieu saumâtre chuter. Et quand on regarde un peu plus près, effectivement, on se rend compte de comment les effectifs vont évoluer. Et ça nous ramène direct vers effectivement, la capacité d'accueil des habitats. Vous avez en rouge la période avant travaux et la période post-travaux, donc à la droite de la ligne rouge. Effectivement, avec un coup d'œil, on peut voir qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, effectivement, notamment concernant les effectifs. Vous voyez ici que pour les suprabenthos, il y a des points orange qui représentent la richesse spécifique qui a augmenté suite aux travaux, peut-être effectivement pour le fait d'avoir eu cette superposition d'espèces qui pendant une période se sont retrouvées à partager le même endroit, notamment les espèces provenant un peu de la mer, disons, les espèces affinités marines avec les espèces des eaux saumâtres. Cependant, les densités ont baissé. Densités ont baissé, notamment dû au fait qu'il y a eu des déclins de certaines espèces et qui n'ont pas vraiment retrouvé les valeurs d'avant travaux. Et quand on regarde pour les poissons, c'est à peu près la même chose. Les abondances ont été presque divisées par deux. Il y a eu un petit rebond en 2014, mais sans qu'on atteigne vraiment ces effectifs qu'on avait avant les travaux.
Une chose importante ici, c'est que les résultats ici que je présente sont effectivement des effectifs standardisés par unité de surface. Donc déjà, par unité de surface, on est en perte. Mais il faut cumuler ça, effectivement, à la perte totale des habitats dont Jean-Philippe nous a parlé. Donc c'est à peu près 400 hectares qu'on a perdu et qui donc, voilà, en termes totaux, peuvent effectivement sérieusement impacter le réseau trophique et donc la disponibilité de proies. Tout en sachant que, effectivement, des projets comme CAPES de Senaval 5, donc de notre programme Senaval 5, nous avaient déjà montré que la capacité trophique maximale était régulièrement atteinte en estuaire de Seine. Donc, effectivement, ça posait la question de la disponibilité de proies pour, effectivement, avoir une nourricerie efficace. En tout cas, les messages qu'on a pu décrypter à travers la littérature, avec les échanges, à travers les échanges qu'on a pu avoir avec les experts thématiques, vont dans le même sens des constats qu'on a fait d'un point de vue de la morphologie alimentaire. Et notamment la progression d'espèces affinités marines, la progression d'espèces saboulicoles, et après un affaiblissement du réseau trophique, notamment dû au déclin des abondances des communautés clés du réseau trophique, chose qui effectivement dans la littérature est reportée comme un facteur pouvant sérieusement impacter la capacité d'accueil des sites, effectivement en réponse à une diminution des effectifs de poissons. Après, il y a effectivement un problème aussi sur la qualité effectivement des zones intertidales qui restent, puisque comme on dit souvent avec Jean-Philippe, pas toutes les zones intertidales ont la même valeur. Effectivement, on a eu des pertes de surface qui sont indéniables, mais aussi les surfaces restantes semblent changer leur morphologie, leur façon d'exister, leurs sédiments. De plus, il y a cette déconnexion progressive dont il a parlé Jean-Philippe, qu'effectivement, ça ne se fait pas seulement sur le plan longitudinal, mais aussi sur le plan latéral, avec les échanges moindres entre le chenal et effectivement le secteur de la fosse. Et après, tout ça pose des questions pour l'avenir des nourriceries, notamment dans le cadre du changement climatique, de l'élévation du niveau marin, et de la salinisation et marinisation. Et ici, je vous ai présenté deux cas de figure, notamment concernant les barycentres de population de juvéniles des sols dans deux grands estuaires français. Ici, vous avez la Loire et ici, vous avez la Seine. Et vous voyez qu'effectivement, les populations des sols sont plutôt confinées à la partie plutôt marine, alors que dans la Gironde, on se trouve avec des nourriceries qui sont plus éparses. Effectivement, ici, vous pouvez voir que la répartition spatiale des nourriceries estuariennes est semblable à celle des nourriceries marines que Sylvain Douamel avait identifié comme maître de type B. Et donc, effectivement, nous avons une nourricerie qui est plutôt cantonnée vers la portion marine. Et en Seine, il se passe quoi? Effectivement, nous avons une influence plus marquée effectivement dans le secteur de la fosse nord, ce que nous avons vu. Mais d'autre part, nous avons une disponibilité des surfaces intertidales vers l'amont qui ne permet pas le report et le chiffre d'habitat vers l'amont. Effectivement, vous pouvez voir dans ces graphes ici, en 2010, les domaines polyhalins s'arrêtaient autour, voilà, ici de PK 353, allez. Et on avait un secteur mésolin qui était déjà totalement dans la partie indiguée du fleuve. Or, avec les projections, effectivement, le secteur polyhalin sera poussé ultérieurement et le secteur mésolin, qui est d'ailleurs le secteur préférentiel, qui représente le préféré pour des espèces comme la sole, se trouvera totalement effectivement pris en tenaille par l'indigement. C'est que donc, effectivement, on fait partie un peu des réflexions qui sont d'actualité concernant l'habitat squeeze dont Estelle a parlé, et sur le plan longitudinal, mais encore une fois, sur le plan latéral. Effectivement, il n'y a pas de report possible de ces habitats vers l'amont, de par le manque d'espace de mobilité latérale sur le fleuve et par le manque de mosaïques. Ce qui pose effectivement des questions sur l'avenir des nourriceries et des choix aussi de gestion qu'on pourrait faire pour essayer de pallier à ça. Les nourriceries se trouvent quand même prises en tenaille parmi ces deux facteurs.
Alors, ici, vous avez un peu le résumé de tout ce projet, avec effectivement, pour ce qui concerne le fonctionnement écologique, une productivité secondaire qui s'est quand même affaiblie et qui a impacté forcément la capacité d'accueil, et des espèces marines et saboulicoles qui commencent à pénétrer de façon de plus en plus importante. Je vous remercie. Merci Manuel et Jean-Philippe. On va prendre quelques questions, s'il y en a dans la salle. Oui, Jean-Claude Auvin, UMR M2 Caen. J'ai 2 questions puis une recommandation. La première question, où est-ce qu'ils sont passés ces 4 km² qui sont disparus, les 424 hectares là j'ai pas très bien compris où est-ce qu'il était. Et moi, il me semblerait intéressant de comparer l'évolution morphologique observée avec celle qui nous avait été présentée à la fin des années 90, début des années 2000, au comité scientifique et technique. Donc un certain nombre dans la salle étaient. Il y avait beaucoup de membres du conseil scientifique de l'estuaire de la Seine, du GIP, enfin pas du GIP, du programme scientifique Seine-Naval qui était. Est-ce que vous avez fait une comparaison sur l'évolution observée par rapport à l'évolution modélisée par la Sogrea devenue entre-temps Arstelia? Et puis attention aux termes, hein, vous avez vu, il y a une diapo dans laquelle il y a biocénose, communauté, assemblage, peuplement, habitat. Pour moi, tout ça, c'est pas équivalent, donc ça mérite une définition. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, comme disait Albert Camus, mais je pense que c'est quand même important dans une communauté scientifique d'utiliser des bons termes. Les 400 hectares, c'est simplement la surface. C'est la surface de la zone portuaire. Le remblaiement, l'endiguement. Non, 400. On a supprimé 400 hectares de surface de fosse nord. De fosse nord, le secteur fosse nord, si on le limitait par le trait de côte et je vais revenir sur la diapo. Ça va être plus explicite avec la. Quand même. Voilà. C'est Port 2000, ouais. C'est vraiment la surface située au nord de la digue basse nord, ici, et qui suit le trait de côte, la côte de l'intertidale supérieure. Si on la limite, cette fois-ci, par le contour de Port 2000. Port 2000, c'est quand même un milieu marin, aquatique, dans lequel il y a des bestioles, à la fois du bateau et du pélagos. On ne peut pas l'enlever comme ça dans le fonctionnement de la fosse nord. Il fait partie intégrante du fonctionnement du système hydrologique, sédimentaire et biologique de la fosse nord, de l'espèce. Moi, ça m'interpelle. Vous pensez que donc ce qui se passe dans le port Nord, ça fait dans le port 2000, ça fait partie intégrante donc du fonctionnement de la fosse Nord. Ok. Voilà. Personnellement, je ne suis pas forcément du même avis par le fait qu'il n'y a pas forcément d'échange direct, il n'y a pas la même utilisation des habitats. Il n'y a pas les mêmes espèces que l'on voit à l'intérieur. Mais moi, du point de vue piscicole, je ne les mettrai pas ensemble. Mais on est sur des milieux qui sont différents. On n'est pas sur des vasières déjà. On est sur des milieux qui... Enfin, c'était du subtidal peu profond, typiquement estuarien, soumis au gradient de salinité, qui a été remplacé par du subtidal profond, calme, endigué, dragué. Enfin, c'est... Effectivement, ça reste une zone humide en eau, quoi. Oui, non, mais... Non, on n'a pas fait cet exercice. C'est délicat de mettre en regard les résultats de modélisation ancienne comme ça avec les observations. C'était pas non plus ce qui nous était demandé. Voilà. Enfin, c'était pas notre objectif. Après. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui.
Faustine Simon de la Maison de l'Estuaire. Juste une remarque globale pour la suite. Maintenant, ça serait bien de relier aussi ces travaux-là avec d'autres catégories de faune, notamment, comme les oiseaux, les phoques. Les oiseaux, on a fait un travail avec la cellule et l'OFB pour relier un petit peu le benthos, la granulométrie et les oiseaux. Ça a été présenté lors du live en Gironde, donc il faudrait qu'on travaille ensemble peut-être pour réactualiser ces données-là. Mais en gros, il y a quand même aussi un effet sur les oiseaux qui est assez phénoménal dans la fosse nord, avec des diminutions drastiques des populations de limicoles et des augmentations de d'autres espèces qui ont profité de ce changement morpho-sédimentaire. Voilà, donc c'est un petit peu pour les perspectives futures. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, dans le rapport, on a mis une partie concernant les oiseaux et la tendance est à peu près la même, dans laquelle on a mentionné justement le travail que vous avez fait. Vous retrouvez ces informations dans le rapport. On a fait le choix de ne pas le mettre ici, effectivement, voilà, pour le fait qu'effectivement, on regardait un peu les choses plutôt en féodé. La démarche était plutôt de chercher les liens subtidales, intertidales, effectivement, mais tout à fait, on a pris en compte ces informations, on les a mis dans le rapport final. Mais c'est simplement un vice de présentation. Sur les oiseaux, on avait fait un travail avec Thierry Relais, je ne me souviens plus, puis Jocelyne Morin et autres, sur l'évolution à la fois des populations de poissons, c'était pas évident, et les populations d'oiseaux. Et le seul oiseau pour lequel on avait pu montrer une diminution des effectifs liés à la diminution des surfaces de vasières, parce que ça aussi c'est une question, la vasière, comment vous la définissez du point de vue granulométrique, c'était la Vossette. Et pour les oiseaux, alors je ne connais pas votre travail, il me semble aussi qu'il y a aussi une forte répercussion du changement climatique avec des migrations qui n'ont plus rien à voir avec d'oiseaux pluviers, vanneaux ou autres qui y avait dans les années froides. Et maintenant, il y a quand même beaucoup plus de... L'effet du changement climatique, comment vous le déconvoluez par rapport à l'effet de réduction des surfaces qui peuvent servir de nourricerie pour les oiseaux en migration hivernale? Ça, c'est vraiment une question qui est difficile à répondre, il me semble-t-il. Absolument difficile à répondre, tout à fait. Notamment au vu du fait qu'on n'a pas vraiment, actuellement, ce qu'on a mis en avant, c'est plutôt des questions sur comment gérer à l'avenir, notamment au fait de problématiques qu'on a pour le report des habitats. C'est des problèmes, effectivement, qui sont tout à fait à l'ordre du jour, mais je pense qu'ici, de la part de la réserve, ils ont des moyens de nous répondre sur ce qu'ils envisagent faire, mais les solutions ne sont pas, effectivement, ne font pas encore consensus. D'abord, elles ne sont pas faciles puisqu'effectivement, on ne se trouve pas seulement à devoir gérer le patrimoine naturel écologique ou le fonctionnement écologique, mais après, on s'affronte vite fait, mais ça, on le verra demain dans notre présentation, avec des contraintes d'autres ordres, notamment en termes d'usage, de faisabilité aussi de mesures. Donc, effectivement, ce sont des questions que l'on a actuellement et auxquelles on essaie de répondre de façon collective, j'imagine. Est-ce qu'il y a une dernière question par hasard ? En fait, moi, j'en avais une, en fait. Je me demandais si vous aviez identifié des manques dans des besoins de données complémentaires qui auraient pu vous permettre d'affiner votre diagnostic sur le fonctionnement, l'évolution du fonctionnement de la fosse nord. Oui. La difficulté à laquelle on a fait face, c'est qu'on a eu des suivis venant de différentes sources, avec des protocoles différents, des dates différentes. Ça a posé pas mal de questions pour nous. On n'a pas forcément pu comparer toutes les acquisitions sur les aspects HMS, et je pense que c'est la même chose pour Manuel. Sur les aspects HMS, l'élément le plus manquant, je pense, c'est un échantillonnage constant, reproductible, des différents paramètres, concentration, matière en suspension et salinité. Je vous ai évoqué l'augmentation de la salinité dans la fosse. Les preuves que l'on en a vont toutes dans le même sens. Maintenant, on n'a pas une démonstration explicite de cette augmentation avec un protocole adapté et suivi sur toute la période. Maintenant,
D'un point de vue écologique, on a eu la chance de disposer de tous les suivis qui ont été faits dans le cadre de Port 2000. Donc des séries historiques suffisamment longues qui se cumulaient effectivement aux différents travaux scientifiques qui étaient faits soit dans le cadre de programmes Senaval, mais aussi après de programmes Senaval pour la suite. Et donc on avait quand même un niveau de richesse d'informations qui nous permettait de dégager des tendances plus globales. Or, effectivement, la difficulté, c'était d'arriver à relier, donc de faire vraiment des analyses multivariées un peu multidisciplinaires, transversales, dans lesquelles on pouvait effectivement relier les différents maillons. Ça, c'était effectivement la problématique qu'on a eue. Et quand on observe les tendances que je vous ai montrées, effectivement, on peut le faire avec les coups d'œil, mais on n'a pas fait l'exercice d'essayer de faire des analyses statistiques sur effectivement le fait que ces tendances soient cohérentes ou pas à des échelles, aux échelles temporelles qu'on a analysées, effectivement. Merci beaucoup. Oui, tu voulais rajouter un truc. Je voulais juste rajouter, globalement, c'est un point dont on a beaucoup discuté dans les différents groupes de travail durant le projet. Et ce qui a pu manquer peut-être sur les suivis, c'est une coordination de l'ensemble des suivis, une coordination scientifique de l'ensemble des suivis. Si c'était à reproduire, ce serait certainement souhaitable suite à un aménagement. Très bien. Merci encore pour cet échange et cette présentation.